Les messages pastoraux des papes. Sur les ondes de Radio Espérance, Denis Lancel nous présente l'enseignement des papes contemporains. Aujourd'hui, nous allons aborder, par une série d'émissions, l'œuvre du pape Pie XII dans l'Église et dans le monde. Un pape souvent méconnu ou incompris. Pie XII a précisé et proposé une conception catholique de l'humanité. Artisan de paix et professionnel du droit, sa devise était Opus Justitiae Pax, c'est-à-dire la paix et l'œuvre de la justice. Il se voulait fidèle parmi les fidèles. En 1943, il disait que l'Église ne craint la lumière de la vérité ni pour le passé, ni pour le présent, ni pour l'avenir. Avec lui, cependant, l'Église a évolué. On est passé d'une Église vue comme une société chez Léon XIII et Pie XI à une Église davantage vue comme une communauté avec lui, Pie XII, et Jean XXIII, son successeur, ce qui incitera plus tard leur successeur, Paul VI, à définir l'Église comme une communion. En août 1978, 20 ans après la mort de Pie XII, à peine élu pape après la mort de Paul VI, Jean-Paul Ier, ce pape éphémère mais influent, dira que Pie XII lui a servi d'exemple par, je cite, le sillon indestructible qu'il a laissé dans le monde de ce temps. Pie XII est considéré aujourd'hui par de nombreux observateurs comme un précurseur de l'enseignement du Concile Vatican II à plusieurs égards. Juriste, expert en droit canon et en relations internationales, il a souligné que le droit trouve son fondement en Dieu. Il a rappelé que la nature humaine, immuable, est faite à l'image du Créateur. Il a déclaré aussi que la vraie démocratie ne peut être que fondée spirituellement sur le respect de la personne humaine, avec un système réciproque de droits et de devoirs. Tout en étant par excellence un docteur enseignant ex cathedra, Pie XII a aussi privilégié son rôle de pasteur. Il a considéré et défini la sainteté comme une forme supérieure de la vie politique et sociale. Comme on l'a dit, sa pensée pouvait se résumer à cette double formule, gouvernement de la sainteté et sainteté des gouvernants. Pie XII va canoniser le pape Pie X en le proclamant Saint Pie X en mai 1954. Il a préparé aussi la canonisation de Pie IX, le pape du syllabus, pourtant décrié aujourd'hui. Et puis, il a préparé aussi la canonisation du pape du XVIIe siècle, Innocent XI, qui avait contrecarré l'absolutisme politique du roi Louis XIV en France. Alors, à la suite de saint Thomas d'Aquin et du philosophe allemand Leibniz notamment, Pie XII a montré que l'agencement du monde et la nature humaine témoignent de la volonté ordonnatrice d'un Dieu créateur. Il a rappelé l'origine divine du pouvoir dans des termes qui ont pu inspirer la réflexion du philosophe français catholique Jacques Maritain dans son ouvrage L'humanisme intégral. Pie XII, lui, a cherché à promouvoir une rationalisation morale de la vie politique. Il a préconisé la formation de gouvernements modérés qui combinent le pouvoir de commander avec une véritable autorité et avec le respect de la liberté des personnes. Il a appelé à distinguer le peuple populus, une nation, de la masse inorganisée des foules, qu'on peut appeler un plebs, la plèbe. Sur un plan personnel, Pie XII a réussi toute sa vie, Eugenio Pacelli, a réussi toute sa vie à dominer une sensibilité extrême par un grand effort d'ascèse qui allait jusqu'à un ascétisme extraordinaire, presque surhumain. Il l'a fait par une grande force de volonté et par un travail incessant, dans un rythme qu'il a partagé longuement avec le futur pape Paul VI,
Jean-Baptiste Montini, qui était lui aussi un travailleur inlassable et qui sera bientôt son principal collaborateur à Rome de 1939 à 1954. Pie XII, Eugenio Pacelli, était d'un tempérament réservé, timide et anxieux, extrêmement scrupuleux. Il pouvait paraître souvent sévère et réservé ou distant, mais il se montrait en réalité affable et sensible, humain et très compréhensif dans ses contacts personnels d'homme à homme. En outre, Pie XII devenait très gai et souriant au contact des enfants. Et alors, dans une Europe tragiquement écartelée entre Hitler et Staline, de 1933 à 1945, Pie XII aura su être à la fois prudent et habile. Il va pratiquer une diplomatie secrète, on l'a appris récemment, pour tenter d'éliminer Hitler en encourageant ses opposants à Berlin, notamment des officiers d'état-major anti-nazis, parmi lesquels, lui, l'ancien nonce Pacelli, avait des amis personnels datant de l'époque de sa présence de diplomate en Allemagne au début des années 20. Et puis, après 1945, confronté à la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, Pie XII va manifester une grande fermeté devant la persécution communiste. Alors, au fond, Pie XII, contrairement à ce qu'on a pu croire ou faire croire, Pie XII était un pape réformateur, éloigné de tout immobilisme faussement conservateur. Et alors, même s'il a renoncé à convoquer formellement un second concile du Vatican, Pie XII a pourtant effectué une série de réformes qui ont préparé les recherches et les orientations du futur concile Vatican II, qui sera convoqué ensuite par Jean XXIII. Pie XII avait créé une commission préparatoire à un concile qui a travaillé pendant 2 ans, de 1948 à 1950, dans le contexte difficile de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, et d'un regain des utopies modernistes dans l'Église. Mais devant des dissensions assez fortes, Pie XII a préféré suspendre ses travaux, quitte à les utiliser personnellement. Et cependant, le même Pie XII sera l'auteur le plus cité dans les documents du Concile Vatican II, parce que son enseignement a posé les jalons de la démarche conciliaire. Et comme l'a remarqué ultérieurement le cardinal français Roger Etchegaray, ce pape Pie XII a ouvert la voie du renouveau conciliaire. Il était de formation à la fois juridique et littéraire, polyglotte, il parlait 8 langues. Pie XII n'est cependant, on peut le remarquer, n'a pas été un adepte de l'histoire, contrairement à son prédécesseur, l'archiviste Pie XI, un ancien bibliothécaire, et à son successeur Jean XXIII. Pie XII se méfiait même un peu de l'histoire. Il estimait que c'est une discipline peu sûre, trop sujette à la subjectivité des observateurs, et donc insuffisamment rigoureuse et donc peu objective. Mais cependant, alors, cette indépendance d'esprit lui a donné une réelle liberté par rapport au passé. Comme l'observait l'historien Jean Chéligny, Pie XII n'a pas de préjugés imposés par l'histoire. Et ceci va l'aider à devenir, ici et là, un pape réformateur beaucoup plus hardi qu'on ne l'a souvent dit. Et par exemple, il a fait refaire complètement la traduction latine des psaumes qui lui paraissait inadaptée sur le plan pédagogique. Alors, on peut dire que tout en gardant une grande fidélité, Pie XII a fait preuve d'une grande liberté d'esprit, très éloignée du conservatisme étroit que beaucoup d'esprits superficiels ou sectaires lui reprochent encore aujourd'hui. Et ceci, notamment dans le domaine liturgique. Pie XII a plusieurs exemples. Il a modifié les règles du jeûne eucharistique, notamment en faveur des gens qui travaillent la nuit. Il a instauré une nouvelle célébration très complète de la Semaine Sainte avec le Triduum pascal, du vendredi saint au dimanche de Pâques, et précisément la veillée pascale, telle qu'on l'observe, qu'on la célèbre encore maintenant. Et puis, il a institué la messe anticipée du samedi avec des règles précises en faveur du monde du travail. Et, alors, il a accepté, en partie, l'utilisation des langues profanes dans les messes, italien, français, anglais, allemand ou chinois ou japonais, parallèlement à un maintien du latin comme langue liturgique. Sur le plan pastoral, pour les missions étrangères encore, une initiative, Pie XII a aussi rétabli, en fait, dès 1939, l'autorisation
d'utiliser des rites funéraires locaux dans les messes en Chine, afin d'intégrer le culte légitime en soi des morts, le culte des morts, dans la société chinoise, parmi les catholiques chinois bien sûr. Et ceci afin de redonner un élan plus vigoureux à l'évangélisation de cet immense pays, la Chine. En matière liturgique, tout en respectant un passé vénérable en soi, Pie XII déclarait qu'il n'est pas sage ni louable de tout ramener à l'Antiquité, ce qui l'éloignait de tout traditionnalisme caricatural. Alors, on peut voir en lui un apôtre et un défenseur de la paix. Apôtre de la paix, le pape Pacelli, c'était son nom, homme de paix, est souvent intervenu sur la scène politique internationale. En 1939, il a proposé officiellement à la Pologne et à l'Allemagne et à leurs voisins, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, une conférence pour arbitrer et résoudre leurs conflits latents. En 1940, Pie XII s'est efforcé en vain de dissuader le dictateur fasciste italien, Mussolini, son compatriote, de déclarer la guerre à la France, en cherchant à le dissocier d'Hitler. Et il avait cherché, de longue date, à mettre en garde l'opinion publique contre le danger que la personnalité d'Hitler, le chef nazi, représentait à ses yeux. Dès mai 1924, comme jeune diplomate du Vatican, en poste à Munich après la tentative ratée de putsch d'Hitler, Pie XII, le futur Pie XII, estimait que le nazisme est peut-être la pire hérésie de notre époque. En 1929, il dit qu'Adolf Hitler est un redoutable agitateur politique et il ajoute: cet être-là, Hitler, est entièrement possédé de lui-même. C'est un homme à enjamber des cadavres et à fouler aux pieds tout ce qui est en travers de son chemin. Fin de citation. En 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, les représentants de Pie XII ont dissuadé l'Espagne franquiste et quelques pays d'Amérique latine d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. Et ils ont même cherché à écarter le Japon de cette guerre. Et puis, Pie XII a aussi persuadé les catholiques des États-Unis d'accepter l'entrée en guerre de Roosevelt contre l'Allemagne aux côtés de l'URSS, cela malgré son opposition évidente au communisme, mais afin d'en finir avec le nazisme. Et puis en 1945, en Italie, après la défaite nazie, Pie XII a soutenu la démocratie chrétienne en Italie de façon à créer un pôle politique d'inspiration catholique qui tienne durablement en faisant barrage au Parti communiste.
Chez Pie XII, on voit à la fois la discipline d'un juriste de formation rigoureuse et le savoir-faire d'un diplomate expérimenté. Avec son frère Francesco, Eugenio Pacelli, futur Pie XII, grandit à Rome. Il va d'abord à l'école chez les religieuses, mais à partir de 7 ans, il va au lycée Ennio Quirino Visconti, un établissement public marqué par un certain anticléricalisme populaire auquel il résiste habilement dès son adolescence. Dès l'âge de 12 ans, il annonce à ses parents son intention d'être prêtre. Sportif, pratiquant la natation et l'équitation, musicien, jouant du violon, il commence, dès 1894, sa théologie à l'Université pontificale grégorienne des Jésuites de Rome. Puis il effectue une année de philosophie à l'Université romaine de la Sapienza. Il visite Paris en 1896, puis il rejoint l'Université pontificale du Latran en 1899. Il y obtient 3 licences, l'une de théologie et les 2 autres en droit civil et en droit canonique, le droit de l'Église. Au séminaire, pour des raisons de santé, il obtient de rentrer chaque soir chez ses parents, comme plus tard le futur Paul VI, lui aussi de santé fragile, ce qui n'empêchera pas les 2 hommes d'avoir une puissance de travail phénoménale. Alors, la carrière dans la curie d'un juriste diplomate, d'abord en 1901, docteur en théologie, repéré pour ses dons en langue et en droit, il entre à la congrégation du service des relations internationales du Vatican. Il est identifié comme un proche du futur Saint Pie X. Il était vu comme un serviteur du Saint-Siège, essentiellement étranger aux conflits qui secouaient les milieux du Vatican, notamment au moment de la querelle entre modernistes et antimodernistes. Il participe à la codification du droit canonique dès 1903. Il poursuit sa carrière comme juriste, représentant du Saint-Siège et enseignant. Il publie un livret blanc sur la séparation des églises et de l'État en France, où il s'est rendu l'année précédente. Nommé représentant du Vatican au Congrès international eucharistique de Londres en 1908, il rencontre Winston Churchill, le futur Premier ministre célèbre de 1940. Il représente le Saint-Siège aussi au couronnement du roi George V en 1911. Il devient professeur de droit canon de l'Université pontificale du Latran et de l'Université catholique d'Amérique en 1908. Sa carrière va être une suite de promotions. En 1911, il devient sous-secrétaire aux affaires ecclésiastiques extraordinaires, ministère des Affaires étrangères, en quelque sorte, du Vatican. Puis en 1912, consultant pour le Saint-Office. Il devient un des diplomates en vue du Saint-Siège. Il conclut un concordat avec la Serbie quelques jours avant l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand qui a provoqué la guerre de 14. Ce texte stipulait que les évêques du pays, la Serbie, seront nommés par le pape et non plus par l'empereur d'Autriche. Ensuite, Pacelli promeut la politique pacifiste du pape Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale. Il est chargé du suivi et des échanges des prisonniers de guerre. Il tente en particulier de dissuader l'Italie d'entrer en guerre contre les puissances centrales, Autriche, Hongrie et Allemagne. À Rome, il participe à la rédaction de projets de documents pontificaux souvent majeurs, en participant ainsi à une condamnation de l'antisémitisme. Loin de toute idéologie temporelle, en fait, il bénéficiait d'abord de l'expérience de son père Filippo Pacelli, issu d'une famille d'experts juridiques au service de l'Église. Il en a retiré l'exemple de la minutie, de la précision, de la rigueur et de l'exactitude. Il a manifesté aussi un tempérament de gestionnaire et son métier de diplomate du Saint-Siège a accentué rapidement ce réalisme. Alors, il y a son premier poste clé, peut-être son premier poste en fait, à risque en fait, poste de nonce apostolique en Allemagne, à Munich, dès avril 1917, puis à Berlin. Dans la période difficile des lendemains immédiats de la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, à l'époque d'une double agitation nationaliste et communiste en Allemagne, ce fut pour lui une période de formation très rude mais féconde. À Munich, son bâtiment a été envahi par un groupe d'extrémistes de gauche, les fameux spartakistes, et là, le nonce Eugenio Pacelli, futur Pie XII, a même frôlé la mort quand un agité a appuyé le canon de son pistolet sur sa poitrine. Et puis auprès de l'empereur Guillaume II, à cette époque, il tente en vain de promouvoir une note du pape Benoît XV, pape de la paix, qui demandait précisément l'arrêt du conflit, l'arrêt des combats en août 1917.
Et puis, il s'inquiète bientôt de la montée de la droite nationaliste en Allemagne. Il vit à Munich le putsch manqué d'Hitler en novembre 1923. Il alerte au Vatican le nouveau pape Pie XI contre le caractère anti-catholique de ce phénomène, cette tentative de coup d'État. Son rôle diplomatique, cependant, va déborder largement le territoire allemand en l'absence de nonciature auprès du régime bolchevique de Lénine en Russie. Pacelli, le futur Pie XII, prend connaissance des discussions entre le Vatican et l'Union soviétique. En outre, afin de régulariser les relations entre le Saint-Siège et les autres États et d'y défendre les activités catholiques, le futur Pie XII négocie plusieurs concordats de 1922 à 1929 avec la Lettonie, la Bavière, la Pologne, la Roumanie et la Prusse, Berlin. Et puis, il est devenu le secrétaire d'État de Pie XI. Créé cardinal par Pie XI en 1929, il est nommé dès février 1930 au poste de cardinal secrétaire d'État, à la grande stupeur de la curie. C'est la promotion d'un homme nouveau, au service exclusif du pape, et puis une figure au-dessus des factions. Pie XII était neutre dans les querelles internes au Vatican. Et ainsi, le cardinal Pacelli devient le principal collaborateur de Pie XI. Il est nommé en 1935 chargé de l'administration des biens temporels de l'Église à Rome. Mais surtout, il conduit la diplomatie, la négociation et la signature de plusieurs concordats qui régissent les relations entre l'État signataire et l'Église catholique. Cela permet de faire fonctionner de nombreux groupes et associations catholiques à Bade en Allemagne en 1932, Autriche 1933, Yougoslavie en 1935 et au Portugal en 1940. Il participe aussi à la protestation de l'Église contre l'attitude anticléricale du gouvernement mexicain en 1932. Et puis, comme secrétaire d'État du pape Pie XI, le cardinal Eugenio Pacelli, va beaucoup voyager de 1934 à 1938 jusqu'aux États-Unis où on l'appelait le cardinal volant pour ses déplacements en avion. Il se rend en Argentine, en Angleterre, en France notamment à Notre-Dame de Paris, à Lourdes et à Lisieux où il a fait de beaux discours dans un style très fleuri. Ami de l'Allemagne, il aimait aussi la France. Aux États-Unis, c'est à titre privé qu'il vient en 1936. Il y rencontre Franklin Roosevelt, le président, le futur cardinal Francis Spellman et la famille Kennedy, où il y avait un futur président. Et sur la demande de Roosevelt, il met fin aux émissions de radio d'un prêtre américain qui était un opposant systématique et un antisémite. Et c'est ainsi qu'une réelle amitié naît à ce moment entre le président des États-Unis, Roosevelt, et le futur pape Pie XII. Ensuite, il va se rendre en Hongrie, où il rencontre le régent nationaliste Horthy en 1938. Et puis, comme ancien nonce en Allemagne, Eugenio Pacelli signe le concordat qui donne une garantie d'État au catholicisme allemand. Alors ensuite, comme l'Allemagne nazie d'Hitler ne respecte pas le concordat, le cardinal Pacelli envoie 55 notes de protestation au gouvernement allemand entre 1933 et 1939. En mars 1937, à fête majeure, le futur Pie XII rédige à la demande du pape Pie XI avec le cardinal archevêque de Munich, Michael Faulhaber, le texte de l'encyclique Mitbrennender Sorge, avec un souci brûlant, c'est le sens de ce titre, une encyclique qui condamne la divinisation de la race et le paganisme du nazisme. Texte écrit directement en allemand pour mieux toucher la population. C'est une des deux seules encycliques écrites en langue non latine. Publiée et importée clandestinement en Allemagne, cette encyclique est lue anti-nazi est lu en chair par tous les prêtres catholiques allemands le dimanche des Rameaux de 1937. Ceci entraîne une première vague de répression contre l'Église en Allemagne. Alors, avec le recul des décennies, ultérieurement, l'historien Jean Chéligny a pu dire, 30 ans après sa mort, que devant les événements contemporains, le sédentaire Pie XII prie, calcule et attend à son bureau, alors qu'après lui, le grand voyageur Jean-Paul II prie, calcule et fonce dans l'univers. Il y a eu ainsi, bien sûr, toute une évolution de l'Église et de la papauté entre 1958, date de la mort de Pie XII, 1963, mort de Jean XXIII, premier artisan de Vatican II, et l'avènement de Jean-Paul II en 1978, après le pontificat de Paul VI qui fut
le premier pape grand voyageur. Mais Pie XII, lui, aura été un grand précurseur comme secrétaire d'État Pie XI. Comme on l'a vu, il avait déjà lui-même beaucoup voyagé. Comme diplomate, il s'était très vite beaucoup impliqué dans la vie géopolitique internationale. Et comme juriste et théologien, à la fois docteur et pasteur, comme on l'a dit et comme on le verra dans les émissions suivantes, Pie XII a beaucoup enseigné et il a notamment, je peux le répéter, posé les premiers jalons de l'évolution future du Concile Vatican II. C'était au fond ainsi un pape précurseur. C'étaient les messages pastoraux des papes par Denis Lancel.